Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Hebdo, votre rendez-vous d'actualité à TVBL durant l'été. Mon nom est Clara Maté-Genet et je suis votre animatrice. Ce soir à l'émission, on débute à la Maison Lavande à Saint-Eustache pour la récolte des fleurs. Je fais ensuite le point sur la nouvelle annonce du premier ministre Legault en aérospatial qui était de passage dans la région. En entrevue, je m'entretiens avec Francesco Retamal-Diaz de Conservation Nature Canada à propos du projet Carapace. On sera ensuite à Mirabel pour découvrir le nouveau site satellite du programme Air ouverte. Bonne émission! Fleuron de l'entrepreneuriat dans les Basses-Laurentides, la Maison Lavande nous accueille en plein dans sa saison de récolte pour faire le point sur les nouveautés de l'année. C'est en fait mes parents qui ont parti l'entreprise. Donc c'est quand ils ont fait un voyage en Provence en 2006 qu'ils sont tombés en amour avec la lavande qui, à l'époque, lors de leur voyage, n'était même pas encore en fleurs. Mais sur des étendues, des kilomètres et des kilomètres, c'est vraiment impressionnant la lavande, que ce soit en fleurs ou non, parce que c'est vivace et ça reste à l'année longue. Donc mes parents sont tombés en amour, ils sont revenus, ils ont fait plein de recherches pour voir puis réaliser que la lavande, mais ça pousse partout à travers le monde. Donc ici aussi, en Australie, en Bulgarie, au Japon même. En fait, partout où il y a de la vigne, il y a de la lavande. Ça requiert à peu près le même sol. Donc ils ont décidé de faire des essais ici, sur la terre qu'on avait déjà. Puis ça fonctionnait bien sûr. Et donc Danielle a comme renoué avec sa passion pour la terre et Nancy a renoué avec sa passion qui était la parfumerie. Elle avait déjà été parfumeuse dans les parfumeries dans un jardin. Donc on dirait que c'était comme des passions retrouvées, renouées. Puis finalement, on a créé la Maison Lavande où s'est jointe ma sœur et moi au fil des années de l'évolution de l'entreprise. En ce moment, comme on est fin juillet, la floraison tire à sa fin, d'autant plus que la floraison a été un petit peu devancée cette année. Un peu comme toutes les cultures au Québec, avec le printemps hâtif, les températures chaudes aussi, ça a accéléré un petit peu le processus de floraison. Donc, on arrive à la fin tranquillement. On tombera donc en basse saison parce que nous, même s'il n'y a plus de fleurs, les gens peuvent tout de même venir profiter du site pour apporter leur lunch, pique-niquer, lire, en profiter, prendre un moment, profiter aussi de notre bistrot pour découvrir ce qu'on leur offre comme expérience multisensorielle. Donc, on est à cette étape-là présentement et après la basse saison, bien, nous, on va se concentrer sur le temps important de l'année qui est Noël parce qu'on a le site agrotouristique, mais on a aussi cette sphère-là de notre entreprise qui est le commerce de détail. Donc, on a nos propres boutiques en centres commerciaux. On a la boutique en ligne aussi. Alors ça, il faut en prendre soin, bien sûr. Après Noël, ça risque d'être plus tout ce qui touche au développement des produits, quoi qu'on en fait à l'année, mais la période un peu plus tranquille de janvier, février, mars nous sert vraiment de carburant à développer le plus de produits possible. On a aussi la Fabrique des filles, qui est notre entreprise sœur. C'est la portion manufacturière de la Maison Lavande. Donc, c'est là où on fabrique nos produits, on développe nos formulations et tout, puis on fait de la marque privée. Alors, honnêtement, on a quoi s'occuper toute l'année, ça c'est sûr et certain. Notre produit le plus adopté année après année, c'est définitivement l'eau de linge. C'est l'eau qu'on vaporise sur tout ce qui est textile. Donc, la literie, les serviettes de bain, les tapis, les rideaux, les coussins, les bancs d'auto aussi en tissu. Ça pénètre dans les fibres du tissu, puis ça parfume, ça désodorise aussi. Et bien sûr que ça fait œuvre de tous ces bienfaits de la lavande qu'on reconnaît facilement. Donc, favoriser le sommeil, diminuer le stress, favoriser le bien-être aussi. La lavande, c'est incroyable. Quand on lit sur les vertus de la lavande fine, c'est quand même assez impressionnant. Donc souvent, les gens achètent l'eau de linge pour favoriser leur dodo quand ils font un petit peu d'insomnie ou d'anxiété. Ça peut vraiment aider fraîchement vaporisé sur un lit.
Au printemps dernier, on a lancé pamplemousse, fleurie et lavande parce que nous, un grand plaisir qu'on a, c'est de marier des notes de parfumerie pour créer des collections et donc rendre accessible la lavande au plus de gens possible. Il y a encore des gens qui n'aiment pas la lavande et donc de marier cette note qu'on aime, nous particulièrement, avec d'autres notes comme d'autres fleurs, d'autres fruits, ça permet au plus de gens possible d'adopter tranquillement la lavande. Pamplemousse fleurie a été lancé au printemps dernier et on a créé différentes nouveautés qui se sont déclinées à même le site agrotouristique. Donc au bistrot, on a créé des recettes avec le pamplemousse, avec la lavande bien sûr, créer ce mariage-là qui agrumes et lavande culinairement parlant, ça fonctionne vraiment bien. Et sur le site agrotouristique aussi, on a notre salon encastré, c'est la première fois qu'on a fait ça. C'est vraiment une nouveauté. C'est un salon qui est à même le sol, donc à la hauteur des rangs de lavande. C'est vraiment, vraiment magnifique et on vise l'améliorer d'année en année. Quoi de neuf dans les Basses-Laurentides? Dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, un programme découlant du plan pour une économie verte 2030, la Ville de Blainville a obtenu une aide financière de plus de 135 000 $ de la part du gouvernement du Québec. Grâce à cette subvention, 2 intersections surélevées seront construites sur le chemin Notre-Dame, à l'angle des rues Paul-Megui et d'Alson. De plus, une traverse piétonnière est déjà aménagée avec des mesures d'apaisement de la circulation sur le chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse. Selon la mairesse de Blainville, Lisa Poulain, cette aide financière permettra de respecter la volonté de la Ville de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de poursuivre ses efforts pour demeurer une municipalité sécuritaire. Le ministère de l'Éducation a annoncé son refus en réponse à la demande de financement du projet de polydôme prévu au Parc Lorraine. Cette décision a été annoncée à la suite d'une demande d'aide financière faite par la Ville dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Le polydôme visait à offrir à la communauté de Lorraine une structure couverte multi-usage. Elle aurait abrité une patinoire réfrigérée et aurait pu servir de lieu pour des activités culturelles et des spectacles extérieurs. Le projet était conçu pour répondre aux besoins sportifs et culturels de la population. La Ville avait tenu une séance de consultation publique à l'automne dernier pour planifier le projet en détail. Le maire Jean Comtois affirme que son équipe continuera à explorer d'autres options et sources de financement pour concrétiser un projet du même style pour la population. L'exposition 100% Laurentienne Tracé de voyage sera présentée cet été en Colombie-Britannique et à Toronto après une tournée québécoise de plus de 25 expositions à travers la province, et ce depuis 2021. L'œuvre se veut une expérience immersive qui propose un tour du monde en 22 œuvres imprimées, intégrant chacune une animation de réalité augmentée et une trame sonore immersive. Chaque œuvre représente un voyage dans un pays différent, inspiré par le livre du même titre de l'auteur Hugo Monticone, qui couvre ses 20 ans d'écriture à travers le monde. Cette exposition a été finaliste au prix Numix et l'auteur, Hugo Monticone, a été lauréat au prix de l'artiste de l'année dans les Laurentides, octroyé par le Conseil des arts et des lettres du Québec. L'œuvre a même été présentée à Vienne, en Autriche. Ce projet a été soutenu par l'Entente de développement territorial en lien avec la collectivité des Laurentides, regroupant le Conseil des arts et des lettres du Québec, la MRC Rivière-du-Nord et Culture Laurentide. Mardi dernier, le premier ministre François Legault et son équipe étaient de passage dans les Basses-Laurentides pour faire une annonce importante concernant le domaine aérospatial. Ce sont dans les installations d'Airbus à Mirabel que les dirigeants de la compagnie, le ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon et le premier ministre ont fait l'annonce d'un investissement de 1,2 milliard de dollars américains dans la société Airbus Canada pour le projet des appareils A220. Le gouvernement québécois, actionnaire à 25 % d'Airbus Canada, injecte donc une somme de 300 millions de dollars dans le programme. Du même coup, François Legault rallonge le partenariat avec le géant de l'aérospatial jusqu'en 2035, date à laquelle Airbus rachètera les parts du gouvernement. En repoussant la date de rachat de 5 ans, au départ c'était prévu pour 2030, le gouvernement compte récupérer l'argent des contribuables qui a été investi dans le projet, plus coûteux que prévu. C'est la deuxième fois que le gouvernement Legault renouvelle cet accord. Au fil des ans, ce sont plus de 2 milliards de dollars de fonds publics qui ont été investis dans le programme. La pandémie et des retards dans la chaîne des fournisseurs sont des raisons qui ont été évoquées pour les délais de livraison du projet. Benoît Schultz, président-directeur général de la société Airbus Canada, s'est prononcé sur l'importance du soutien du gouvernement québécois dans le programme des avions A220. Ce partenariat, il est primordial pour l'A220. Je dirais qu'il est véritablement unique parce qu'il permet 2 choses. Il permet d'une part de mobiliser les compétences d'Airbus au bénéfice de l'A220, de l'avion A220, et il permet de se reposer sur des racines locales, québécoises, extrêmement solides,
pour attirer les meilleures compétences ici localement et avoir l'appui sans cesse renouvelé du ministère de tutelle, de notre ministère de tutelle et d'Investissement Québec. Quelques mots sur ces appareils donc qui ont vraiment la cote en ce moment. Ce sont des avions commerciaux monocouloirs comportant entre 100 et 150 places assises par appareil. On les connaissait auparavant comme les C-Series de Bombardier. Les constructeurs ont reçu 900 commandes d'une trentaine de clients différents pour les A220. Sur le marché, plusieurs observateurs ont qualifié l'A220 d'avion du futur de par sa consommation moins importante de carburant et de par le confort qu'il offre aux passagers. François Legault abondait en ce sens lors de la conférence de mardi. On peut l'écouter. L'important, c'est que cet avion-là soit connu dans sa catégorie comme étant, on n'hésite pas, là, soyons pas chauvins, le meilleur avion au monde. J'en parle, puis j'ai le frisson. Avec ce nouvel accord, le gouvernement québécois s'est aussi assuré que le 2 tiers de la construction de ces nouveaux avions soit faite au Québec. Le reste est assemblé en Alabama, aux États-Unis. Le partenariat garantit aussi le maintien de postes chez Airbus Canada qui emploie 3 500 personnes. Le salaire moyen au sein de la compagnie est de 87 000 $, une grande fierté aussi pour M. Legault qui l'a répété à plusieurs reprises. Bien sûr, pour la CAQ, le développement économique est une priorité. Cette annonce survient quelques semaines après une autre annonce, celle de la création d'une nouvelle zone d'innovation à l'aéroport de Mirabel en collaboration avec Boeing cette fois. M. Legault s'est exprimé à ce sujet. Ma plus grande fierté, depuis que je suis premier ministre, depuis 5 ans et demi, c'est qu'on a réussi, depuis 5 ans et demi, à avoir au Québec une meilleure croissance économique par habitant que celle du reste du Canada. On a réussi, depuis 5 ans, à avoir une meilleure augmentation du salaire moyen au Québec que dans le reste du Canada. Et voilà, reste à voir maintenant si les échéances du programme seront respectées cette fois-ci et si le gouvernement sortira gagnant de cette entente. Pour répondre aux objectifs, Airbus vise à atteindre une cadence de production de 14 avions par mois d'ici 2026. Conservation de la nature Canada est un organisme à but non lucratif qui œuvre partout au pays pour protéger les territoires et la biodiversité. L'organisme tient chaque année des projets auxquels peuvent participer les citoyens et citoyennes pour aider la collecte de données liées à l'environnement. Par exemple, du 1er au 5 août prochain, vous êtes invité à participer au BioBlitz, un grand inventaire de la faune et de la flore auquel vous pouvez contribuer en prenant en photo une plante ou un animal et en la téléversant par le biais du site Internet de Conservation de la nature Canada. Une autre de ces initiatives, c'est le projet Carapace, accessible sur carapace.ca, qui vise à inventorier les tortues sur notre territoire. C'est ce dont j'ai eu la chance de discuter avec Francesco Retamal-Diaz, chargé de projet dans la vallée de l'Outaouais chez Conservation de la nature Canada. Oui, pour commencer, pouvez-vous me parler un peu de la situation actuellement des tortues au Québec? On a 8 espèces de tortues d'eau douce qu'on appelle au Québec. Elles ont toutes un statut, malheureusement, donc de protection. Donc, certains menacés, d'autres susceptibles, vulnérables, ça dépend, là. Mais dans le fond, les tortues peintes et les tortues serpentines, c'est les seules qui n'ont pas un statut de conservation comme vulnérables, mais elles ont un statut au niveau provincial, excuse-moi, mais elles ont quand même un statut au niveau fédéral, donc c'est des espèces préoccupantes, si on veut. Mais au Québec, on est chanceux d'avoir beaucoup d'habitats encore naturels, donc les populations se portent bien. Mais en fait, toutes les espèces de tortues sont menacées parce par la destruction d'habitats surtout, puis par la fragmentation d'habitats. Donc ça, c'est quand un habitat va être fragmenté par des routes ou par des infrastructures humaines. Donc avec la fragmentation par les routes, ça amène un autre des grosses menaces qu'il y a pour les tortues, c'est la mortalité routière. Et alors, dans ce contexte-là, comment est-ce que le projet Carapace vient prendre sa place? Ben, c'est exactement pour ça que le projet a vu le jour. Donc, à chaque fois qu'une espèce est déclarée menacée, elle a un statut vulnérable, il y a un plan de rétablissement qui est créé. Puis il y a des groupes de mise en œuvre qui sont organisés par le gouvernement pour essayer de faire face aux menaces. Puis une des menaces principales sur laquelle on pouvait agir, c'est la mortalité routière, mais il n'y avait pas de documentation précise. Donc, on sait qu'il y a des tortues partout au Québec, ben, dans le sud du Québec surtout. On sait qu'il y a des routes, on sait qu'elles sont écrasées, mais sans des observations par des citoyens, sans une base de données, ben, c'est impossible d'aller intervenir puis d'être efficace parce que sinon on pourrait mettre des panneaux partout. Donc, carapace.ca, ça a été lancé en 2017. Puis c'est une plateforme en ligne qui a été créée par Conservation de la nature Canada. Donc, l'objectif, c'est vraiment que les citoyens, dans leur déplacement, lorsqu'ils croisent des tortues,
ils puissent les documenter, prendre une photo avec un point GPS, aller remplir un formulaire super simple sur le site carapace.ca. Puis après ça, nous autres, on collige toute l'information, puis on la rend disponible pour les gouvernements, mais aussi pour n'importe quel partenaire, municipalité qui veut poser action sur son territoire. Les endroits les plus susceptibles vraiment pour observer des tortues, c'est quand il y a des milieux humides de part et d'autre de la route. Fait que c'est là que les tortues vont se déplacer de milieu humide en milieu humide, ou sinon des fois quand il y a des accotements qui sont sablonneux avec la petite gravelle, parce que ça, c'est des sites de ponte un peu que les tortues vont chercher. Fait qu'en étant sur le terrain puis en voyant la tortue, ben c'est super simple de prendre une photo, de nous l'envoyer, puis nous autres, on est capable de documenter. Comme ça, quand il y a un projet, par exemple, d'améliorer une route ou de construction, ben on est capable de dire, ben regardez, sur cette route-là, il y a cet endroit-là qui est prisé par les tortues. Donc, si c'est possible d'aménager un passage faunique ou de mettre des clôtures ou de privilégier un substrat plus grossier comme des roches plutôt que du sable pour éviter d'attirer les tortues là puis qu'elles se fassent écraser à chaque année, là. Donc, les informations colligées vont servir à ça, à conseiller pour des nouveaux projets d'infrastructure, par exemple? Il y a plein de façons là, d'intervenir, là, Mhm. comme le plus gros, c'est clairement aller avec le passage faunique, des clôtures de dérive qui vont un peu guider les animaux vers un passage, un ponceau sous la route, tu sais, pour éviter, parce qu'elles vont pas adapter leur comportement en fonction de. Faut vraiment les guider, mais ça peut être aussi, tu sais, des actions bénévoles, soit que pendant le mois critique de la reproduction où ce que les tortues sont vraiment plus sur la route, ben, il peut y avoir un segment qu'on connaît, puis on invite des bénévoles à aller le surveiller. Puis quand ils voient des tortues en train de traverser, ben, ils peuvent les déplacer en sécurité. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser les citoyens partout au Québec là, comme collecteurs d'informations, c'est ça? Sur le site web carapace.ca, il y a vraiment la procédure à suivre un peu pour le signalement, mais aussi pour déplacer les tortues parce que toutes les espèces sont très dociles. Si on les prend des deux côtés, il n'y a pas de problème à moins de mettre son doigt directement dans la bouche là, puis de chercher à se faire mordre. Mais il y a la tortue serpentine qui est une tortue beaucoup plus grande, puis elle a pas de. Elle peut pas se rentrer au complet dans sa carapace comme les autres tortues. Fait que son mécanisme de défense, son moyen de défense, c'est plus de mordre. Fait qu'à ce moment-là, il y a une façon de la prendre à l'arrière de la queue pour pouvoir la déplacer sans risquer de se faire mordre. Combien de signalements là, avez-vous reçu environ? Cette année, je pense, en ce moment, on est à 1000 pour l'été, puis de l'année passée, je me souviens, on était à 11 000. Fait qu'on est à plus que 12 000 signalements là, depuis le début de la création de la plateforme, là. Fait qu'on est en moyenne entre 1200 et 1400 signalements par année depuis 3 ans, là. Donc, ça va super bien, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on trouve sur le bord de la route une tortue qui est blessée? C'est une très bonne question. Il y a un centre de réhabilitation des tortues du Québec là, qui est au parc Éco-Nature, donc au parc La Rivière-des-Mille-Îles à Laval. Donc, le meilleur moyen, si vous allez sur carapace.ca, avant de signaler, il y a le numéro de téléphone qui est disponible. Le mieux, c'est vraiment de rester sur place, d'appeler le numéro, puis eux autres, ils vont pouvoir vous conseiller parce que dépendamment de la condition de la tortue, ça peut être soit il va falloir l'euthanasier parce qu'il n'y a pas moyen de la rescaper, ou ils vont pouvoir la soigner. Il y a même moyen, par exemple, si une tortue est morte, mais elle a encore des œufs, de récolter les œufs, puis eux autres peuvent les incuber, puis après les relâcher dans le milieu naturel, soit à l'automne ou au printemps prochain. Je sais que le Centre Éconature, il cherche des bénévoles pour faire le taxi carapace un peu. Parce que malheureusement, ils sont à Laval, puis des tortues, il y en a en Abitibi jusqu'à Québec dépassé. Donc, des fois, c'est le transport qui est vraiment difficile. Les autres, ils ont les moyens de secourir les tortues, mais ils n'ont pas nécessairement le moyen de les déplacer. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à être bénévoles puis à les aider, sur carapace.ca, on a une section qui est Taxi Carapace où il y a un formulaire où ce que vous pouvez offrir vos services de bénévoles pour aider à transporter les tortues qui sont blessées. Donc, c'est certain que s'il y a quelque chose qu'on a de besoin là, pour qu'il soit vraiment efficace, c'est bien ça. Puis j'aimerais bien leur donner un peu d'aide si c'est possible.
À venir dans les Basses-Laurentides, le groupe Clay & Friends sera de passage à Blainville pendant sa tournée Stunt 2024 dans le cadre de la 37e édition de Blainville en fête le 17 août prochain au Parc équestre. Le groupe offre un mélange de soul, de funk et de hip-hop aux saveurs du quotidien montréalais surnommé la musica populaire de Verdun. Clay & Friends cumule 3 albums, plus de 60 millions d'écoutes et plus de 1850 spectacles au Canada comme en Europe, et ce depuis 2014. En novembre dernier, le groupe a été récompensé au Gala de la Disque dans la catégorie Spectacle de l'année. En plus de ce spectacle, Blainville en fête offre une multitude d'activités pour toute la famille, en plus de plusieurs performances artistiques. Des milliers de citoyens ont participé au premier week-end des festivités entourant le 175e anniversaire de la ville de Sainte-Thérèse les 31 mai, 1er et 2 juin dernier. Les activités se poursuivent avec de nombreux circuits d'exposition historiques jusqu'au 25 août prochain. Parmi les expositions se trouvent Passé préservé, Trésors et mémoires de Sainte-Thérèse à la Maison Lachaine, Symphonie ouvrière, les mélodies de l'industrie du piano à Sainte-Thérèse, au Parc Foisy, Atelier d'Émile-Île au Musée régional Thérèse de Blainville et plusieurs autres. Une série de 3 balados qui mettent en valeur l'histoire de Sainte-Thérèse est aussi disponible. Finalement, le jeu du 175e est disponible gratuitement à la Maison Lachaine. Les festivités se poursuivront même jusqu'aux Journées de la culture qui se dérouleront les 27, 28 et 29 septembre prochains avec de nouvelles activités offertes aux citoyens. Air ouverte, c'est un nouveau projet du gouvernement québécois qui propose un service d'aide complètement gratuit et sans rendez-vous pour les jeunes. On trouve plus d'une vingtaine d'aires ouvertes dans la grande région de Montréal et maintenant une à Mirabel, au Carrefour Jeunesse Emploi, que je vous propose d'aller visiter. Air ouverte, là, on dessert une clientèle des jeunes de 12 à 25 ans. Et leurs proches aussi, là. Donc, on veut desservir tant les jeunes que leurs familles. Puis, ce qu'on veut, c'est aller chercher une clientèle qui est un peu plus réfractaire au service, là. Donc, on veut aller chercher cette clientèle-là. Puis, nous, on a vraiment une approche innovante qui est différente, puis qui va vers les jeunes, qui va les chercher aussi. Donc, on fait du reaching out pour aller chercher les jeunes. C'est important pour nous là, d'aller vers eux. On travaille beaucoup avec les organismes communautaires. Puis, nous, on est dans le secteur des Laurentides, donc on couvre tous les Laurentides. Dans le fond, on a un point de service à Saint-Jérôme. C'est notre point de service principal. Il y en a un prochain, là, d'ici les prochains mois, prochaine année, qui va se déployer à Sainte-Thérèse. Puis ici, on est au CJE Mirabel, fait qu'on a un site satellite pour être plus accessible aux jeunes de Mirabel. Notre point de service à Saint-Jérôme, il est aussi... on fait partie du CIS, mais il est à l'extérieur du CIS. Il y a vraiment juste aire ouverte. Puis le site satellite, dans le fond, on vient ici là, une fois par semaine, l'infirmière clinicienne ou moi, psychoéducatrice, pour offrir des services pour les jeunes, c'est plus facile de venir ici versus Saint-Jérôme. Notre site principal est à Saint-Jérôme. Donc, ici, on est à Mirabel pour favoriser l'accessibilité pour les jeunes parce que le déplacement, des fois, ça peut être un enjeu. Donc, pour rendre les services plus accessibles, c'est l'objectif des sites satellites, là, en fait, de rendre les services plus accessibles, encore une fois, d'aller vers eux puis d'être plus près des jeunes. Puis il y a une étude qui a été faite là, pour choisir le meilleur site dans le secteur. Puis c'est pour ça qu'on est établi ici là, au Carrefour Jeunesse Emploi à Mirabel. C'est un programme qui a été déployé partout à travers le Québec en 2022, mais c'est issu de projets pilotes là, qui ont été amorcés en 2018. Fait que depuis 2022, dans chaque région administrative, il y a un aire ouverte quelque part pour desservir les jeunes de 12 à 25 ans. Bien, dans le fond, on a 2 volets. On a un volet psychosocial, fait que le jeune, pour n'importe quel besoin, que ça soit au niveau de la dépendance, une situation de vie difficile parce qu'il y a un déménagement, une rupture, peu importe, fait qu'il peut venir aire ouverte. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue c'est quoi le besoin. On peut offrir un suivi à court terme. Puis si on voit qu'il y a des besoins qu'il y aurait d'autres services, bien, on va l'accompagner vers les bonnes ressources. Fait que ça peut être au CIS. On peut aussi faire des arrimages avec les écoles ou peu importe. Puis il y a aussi le volet en santé sexuelle. Fait qu'on a une infirmière qui fait du dépistage, contraception, pilule du lendemain, etc.
Ça fait quelques mois qu'on est ici au site satellite, là, au Carrefour Jeunesse Emploi de Mirabel. On commence à avoir une petite affluence, là, mais c'est sûr qu'on espère par ce reportage là, que ça soit de plus en plus connu là, par les jeunes pour favoriser là, que les jeunes puissent venir ici. Mais c'est sûr que c'est bien apprécié là, de leur part là, d'avoir accès au local ici. Puis les intervenantes peuvent aussi se déplacer là, pour aller vers les jeunes. Ça, je pense que c'est important de le dire là, pour les jeunes qui n'ont pas la capacité de se déplacer. Là, c'est pas un obstacle à recevoir des services. Là. Les intervenantes peuvent aller à domicile ou dans un endroit là, qui convient aux jeunes ou à leurs proches aussi. Là. S'ils recherchent de l'aide, que ce soit au niveau de la santé sexuelle, au niveau psychosocial, puis ils ne savent pas où cogner, bien, Air ouverte, c'est la bonne porte. Puis si des fois aussi ils s'inquiètent pour leurs amis, bien, ils peuvent aussi venir nous voir, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Également pour les proches, s'il y a des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes qui s'inquiètent pour un jeune dans leur entourage, bien, n'hésitez pas à faire appel à nous. On peut vous soutenir, puis on peut vous guider aussi dans les services que vous pouvez avoir ou dans des approches que vous pouvez utiliser auprès de vos jeunes. Là, ça peut être soutenant aussi. Le cœur d'Air ouverte, c'est d'avoir un comité de jeunes puis un comité de proches qui sont partie prenante, là, mais souvent de plusieurs décisions là, qu'on peut prendre à Air ouverte parce que c'est important pour nous d'avoir leur opinion pour que les décisions reflètent vraiment là, les opinions, les besoins des jeunes et des proches également parce que c'est vraiment la clientèle qu'on dessert. Donc, on a vraiment des jeunes et des proches qui sont super impliqués dans nos comités, mais on est toujours en recrutement s'il y a des jeunes ou des proches là, qui veulent s'impliquer, là, faire appel à nous, puis on va leur expliquer les démarches. Ils peuvent aller consulter notre site Internet. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition de l'Hebdo. Merci d'avoir été à l'écoute. Pour visionner toutes nos autres émissions, vous pouvez vous rendre sur notre site Internet tvbl.ca.